Parlons de la situation des Juifs sous la Révolution, avant la Révolution. Il y a un certain nombre de contre-vérités à ce sujet. Je viens de relire un texte très connu de Clermont-Tonnerre, qui date du mois de décembre 1789, donc qui remonte à plus de 200, près de 230 ans. Et alors il y a un passage qui ne semble pas avoir été signalé, sauf erreur, bien sûr. C'est le suivant. Il s'agit des Juifs. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation, il faut tout leur accorder comme individus, il faut qu'ils soient citoyens. Bon, ça c'est bien connu, c'est vraiment une qui est très connue. Mais ce qui est moins connu, c'est le passage suivant, juste après. L'empereur a admis les Juifs à toutes les dignités, à toutes les charges. Nous sommes en 1789. Qui est cet empereur? Je vous lisais comme ça, hâtivement. Pourquoi Clermont-Tonnerre se réfère-t-il à cet empereur? Il n'est évidemment pas question de l'empereur Napoléon en 1789. L'empereur, dans ce discours, c'est bien évidemment l'empereur du Saint-Empire romain germanique, autrement dit l'empereur d'Allemagne, pour parler tout simplement. Autrement dit, il s'agit, devant l'Assemblée française, de se référer à la situation des Juifs de l'autre côté du Rhin, l'empereur. Parce qu'on disait comme ça à l'époque, l'empereur. Bien entendu, l'expression n'aurait pas eu du tout le même sens 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard. Mais à l'époque, l'empereur, c'était tout simplement ce qui se passait dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain germanique, qui se terminera d'ailleurs en 1806. 1806, d'ailleurs, ce n'est pas une année indifférente. 1806, d'ailleurs, il se termine à cause de Napoléon. Mais curieusement, en cette même année 1806, Napoléon lance le consistoire des Israélites de l'Empire. Il emploie le mot l'Empire. C'est au moment où l'empereur, coïncidence comme ça, mais le fameux, on sait très bien qu'on appelle ça d'ailleurs le décret infâme, parce que ce qui avait été proposé sous la Révolution est remis en question en 1806, puisqu'on accorde à ce moment-là aux Hébreux un consistoire, et un consistoire, ça n'est pas en rapport, ce n'est pas dans l'esprit de 1789. Leur tout refuser aux Juifs comme nation, leur accorder un consistoire, c'est quand même reconnaître quelque part qu'ils sont une nation, au sens où on l'entendait à l'époque. Il ne peut y avoir une nation dans une nation. Ben oui, mais malgré tout, l'organisation du culte juif par Napoléon, c'est une façon de reconnaître l'existence de cette nation. Bon, passons. Vous savez qu'un des grands bénéficiaires, enfin de ceux à qui on attribue l'émancipation des Juifs, c'est l'abbé Grégoire, l'abbé Henri Grégoire, qui, quelques années plus tôt, avait d'ailleurs reçu un prix d'une académie, je crois, de Metz, pour un mémoire sur les Juifs. Puisque c'était comme dans cette région-là qu'il y avait beaucoup de Juifs, l'Alsace-Lorraine. Alors il faudrait lire l'abbé Grégoire, ce que je n'ai pas fait récemment, pour voir si justement il ne se réfère pas à ce qui se passe sous l'Empire, dans l'Empire juste en face, de l'autre côté du Rhin. Toute la question est là, il faudrait le vérifier.
Je n'ai pas encore le temps de le faire, je vais peut-être le faire. Mais on dit souvent que la situation des Juifs sous l'Empire, cet empire allemand notamment, n'était pas très enviable, qu'il fallait souvent qu'ils se convertissent pour accéder à certaines fonctions. Mais là, on a un exemple qui va dans le sens inverse. Clermont-Tonnerre, donc, qui est l'auteur de ce texte, qu'il lit dans les derniers jours de l'année 1789, on n'a pas encore adopté le nouveau calendrier, texte qui est repris dans le Moniteur universel, qui constitue les protocoles, si on peut dire, des débats de l'Assemblée. Eh bien, son premier argument, c'est l'empereur a admis les Juifs à toutes les dignités, à toutes les charges. Et d'ailleurs, il en profite pour dire aussi que ces Juifs ont exercé en France les plus importantes des fonctions publiques. Bon. Donc, il y avait déjà une situation assez favorable aux Juifs avant la Révolution. Ils sont admis dans les camps militaires, par exemple. Donc, il faut repenser tout ça. Il faut repenser la question, les références, les éléments qui ont contribué à l'émancipation des Juifs de France, les exemples qui ont été suivis, les précédents qui existaient. Mais il me semble urgent, peut-être qu'il y a déjà une thèse là-dessus, je ne sais pas, mais il me semble urgent de repenser toutes les configurations à ce sujet. Quelle était la situation des Juifs sous l'Empire, dans les années qui ont précédé la Révolution? Apparemment, ils pouvaient tout à fait être juifs, ils pouvaient garder leur situation de juifs, contrairement à ce que j'ai cru entendre. Et deuxièmement, il faudrait voir si l'abbé Grégoire fait référence ou pas à cette situation. Qu'est-ce qu'il en pense, s'il nous fait référence? En tout cas, je vais vous dire très franchement, pour la petite histoire, sur le moment, quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais de quand date ce texte? Parce que pour nous, quand on n'est pas dans le climat de l'époque, l'empereur, quand on parle, on a l'impression qu'on parle de Napoléon. Or, bien évidemment, ce serait un anachronisme total de le croire. À moins d'imaginer que le texte ait été remanié, réécrit quelque part, sous Napoléon. Mais c'est une hypothèse totalement farfelue. Mais c'est pour vous signaler qu'on peut être interloqué par ce genre de passage. D'autant plus qu'on dit, mais qu'est-ce qu'il a à faire l'empereur ici? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? L'empereur, il est si gentil avec ses juifs, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on se pose des questions. Donc sur le moment, je me suis dit, mais attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas un anachronisme au sein même de ce texte? Non, il n'y a pas un anachronisme. L'empereur, quand on dit l'empereur, c'est l'empereur. Voilà, on ne va pas préciser quel est cet empereur, de quoi. Bon, tout le monde sait très bien que l'empereur, c'est l'empereur, c'est-à-dire que c'est l'empereur d'Allemagne. Voilà. À suivre.